Salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien jusqu'à là. On pourrait penser à certaines affaires où les coupables s'en tirent plutôt facilement. On a deux exemples majeurs, notamment les enfants tueurs de Liverpool ou encore l'horrible cannibale japonais de Paris. Mais aujourd'hui on va pas voir ça, on va voir 10 personnes totalement innocentes, comme vous et moi, enfin je crois, et qui ont quand même été pénalisées au maximum. Donc ça va être assez triste. On démarre tout de suite pour les 10 innocents condamné à tort, c'est parti. Numéro 1, Kirk Bloodworth. En 1984, aux États-Unis, dans l'état du Maryland, une petite fille de 9 ans, Dawn Hamilton, est retrouvée morte. Elle a été victime d'un crime, on peut le dire, d'une extrême violence. Très vite, la police reçoit un appel anonyme. Un certain Kirk Bloodworth, 22 ans, a été vu avec elle le jour du drame. Kirk Bloodworth, c'est un ancien marine, il est passionné par la pêche. Il n'a rien d'un criminel, mais 5 témoins l'identifient comme le dernier à avoir vu la fillette en vie. Le portrait robot diffusé à la télévision ne lui ressemble pas du tout. Bloodworth devient alors l'homme le plus haï du Maryland, et après un procès expéditif, il est condamné à mort. En prison, chaque jour, il est traité comme un monstre, mais il ne baisse jamais les bras. En prison, alors qu'il est dans le couloir de la mort et qu'il attend son exécution, il découvre alors l'existence d'une nouvelle technique révolutionnaire, l'analyse ADN. En 1992, après 8 ans d'incarcération, la justice accepte enfin de lui faire passer le test, et contre toute attente, l'ADN retrouvé sur la victime n'est pas le sien. Bloodworth est alors immédiatement innocenté, et après près de 9 ans d'enfer, il sort enfin de prison. Mais son histoire ne s'arrête pas là, tenez-vous bien. 10 ans plus tard, la police compare l'ADN du dossier à sa base de données. Le vrai coupable est alors identifié. Il s'agissait de Kimberly Ruffner, un autre détenu qui partageait la même prison que lui, à un étage de différence. Numéro 2, Ronald Codon. En 1984 aux États-Unis, encore une fois, et plus précisément à Burlington, en Caroline du Nord, 2 crimes similaires secouent la ville. Donc un agresseur pénètre dans l'appartement de ses victimes, les menace avec un couteau et les viole. Jennifer Thompson, 22 ans, qui est l'une des victimes, elle reste traumatisée, mais elle est déterminée à retrouver le coupable. Plus tard, lors d'une identification, elle va désigner clairement et sans hésiter Ronald Codon, un jeune afro-américain de 21 ans qui est déjà connu des services de police. Elle va le désigner comme son violeur. Et lors du procès, l'accusation repose presque entièrement sur le témoignage de la jeune femme. Quelques éléments matériels comme un morceau de mousse, de chaussure et une lampe torche semblent le relier, mais rien n'est décisif réellement. Et malgré ses protestations, Ronald Codon est condamné à la perpétuité et même à une deuxième peine de prison lorsque la deuxième victime se manifeste. En prison, il découvre alors que Bobby Poe, un autre détenu condamné pour viol, ressemble étrangement à la description de l'agresseur. 11 ans vont passer, et comme pour l'affaire Bloodworth, en 1994, une nouvelle technologie fait son apparition, l'analyse ADN. Codon obtient que les preuves biologiques soient testées, et le résultat est sans appel. L'ADN retrouvé sur la seconde victime ne correspond pas au sien, mais à celui de Bobby Poe. La justice reconnaît alors son erreur, et un matin de 1995, un détective frappe à la porte de Jennifer Thompson et lui annonce l'impensable. « Tu avais tort, Ronald Codon ne t'a jamais violé. C'était Bobby Poe. » Jennifer, la jeune femme qui l'a accusé, est alors sous le choc, et Ronald Codon retrouve alors la liberté après plus de 10 ans d'enfer. 13 ans après l'erreur judiciaire, ils se sont revus. Ronald Codon a dit à Jennifer Thompson qu'il ne lui en voulait pas et qu'il l'avait même pardonné. Donc bravo à lui. Numéro 3, Patrick Dills. Alors là, il s'agit d'une affaire criminelle française, et même l'un des plus grands fiascos judiciaires de l'histoire du pays, on peut le dire. Le 28 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz, en Moselle, 2 enfants, Cyril Benning et Alexandre Beckrich, sont retrouvés assassinés près d'une voie ferrée. La colère et la tristesse à ce moment-là sont immenses, et la pression sur les enquêteurs s'intensifie. Donc Patrick Dills, 16 ans, qui est apprenti cuisinier, il habite la même rue que les victimes. Il est interrogé puis relâché, mais faute de pistes dans l'affaire, les policiers reviennent finalement vers lui. Il est placé en garde à vue, et il finit par avouer
retrouvé après 36 heures d'interrogatoire dans des conditions épouvantables. Donc il éclate sous la pression de la police. Son procès ensuite se déroule à huis clos. La presse et l'opinion publique le désignent coupable. Il est même jugé comme un adulte, malgré son jeune âge au moment des faits. Et en janvier 1989, il est condamné à la prison à vie. En prison, il est battu, violé, humilié. Quelques années plus tard, un nom surgit finalement, Francis Holm, le tueur en série. Il était présent dans la région ce jour-là. Et le 24 avril 2002, après 3 procès et plus de 13 ans de prison, Patrick Dills est finalement acquitté. Le jury reconnaît qu'il n'a pas pu commettre le crime. Il n'était pas sur les lieux et les preuves ADN confirment son innocence. Le meurtrier était en réalité Francis Holm. Et donc du coup, suite à une privation de liberté de 15 ans pour un double meurtre qu'il n'a pas commis, Patrick Dills a été libéré et a reçu plus d'1 million d'euros d'indemnisation. Mais malgré cette somme, il a indiqué que rien ne pouvait compenser les années perdues, la souffrance et l'horreur qu'il a subie. Numéro 4, The Central Park 5. Alors celle-ci, c'est ma préférée, enfin si on peut le dire. Donc le 19 avril 1989, la ville de New York est sous tension. Une joggeuse du nom de Trisha Meili est retrouvée sauvagement agressée dans Central Park. Elle a été violée et abandonnée dans un état critique. 5 adolescents, donc ils sont noirs et latinos, on les surnomme les garçons sauvages, ils sont arrêtés. Donc les noms: Kevin Richardson, Raymond Santana, Anton McCray, Youssef Salam et Corey Reese. Donc ils ont tous entre 14 et 16 ans. Ils vont être interrogés pendant des heures et malmenés. Ils vont finir par avouer sous la pression, mais leurs aveux sont incohérents et aucun élément matériel ne les relie à la scène du crime. Donc ni ADN, ni empreinte, ni témoin. La presse s'empare alors de l'affaire et les adolescents sont jugés coupables lors de 2 procès différents. Corey Reese, le plus âgé, il écope de la peine la plus lourde et il part en prison pour 13 ans. Les autres purgent entre 6 et 7 ans dans des prisons pour mineurs. 12 ans plus tard, l'affaire bascule. Mathias Reyes, un violeur en série déjà condamné, avoue être l'unique auteur de l'agression. Son récit est cohérent, précis et correspond aux faits connus par les enquêteurs. On retrouve son ADN sur la victime. Cet élément innocente alors totalement les 5 jeunes. En 2014, la ville de New York leur a accordé 41 millions de dollars en guise de dédommagement. Donc l'affaire des Central Park 5 reste l'une des plus graves bavures policières de l'histoire des États-Unis. C'est également un exemple flagrant de racisme. 5 adolescents, noirs et hispaniques, ont été condamnés sur la base d'aveux estorqués, sans preuve matérielle, victimes d'une enquête biaisée. Ils ont finalement été blanchis après avoir perdu des années de leur vie, on peut le dire, accroupir derrière les barreaux. Numéro 5, Andrew Mallard. Donc on part en Australie cette fois-ci. Donc en mai 1994, à Perth, au sud-ouest de l'Australie, Pamela Lawrence est retrouvée assassinée dans sa bijouterie. L'enquête s'oriente alors vers Andrew Mallard, un jeune homme fragile, sans abri, qui vient d'être arrêté le jour même pour un vol. Donc c'est pareil, aucune preuve matérielle ne le relie à la scène du crime. Il n'y a pas de sang sur ses vêtements, malgré la violence de l'attaque. Et l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. On penserait peut-être à une clé à molette. Et malgré l'absence totale de preuves, il devient le suspect idéal. Son alibi est flou. Il a des troubles psychologiques et la police va alors exploiter sa vulnérabilité. Andrew Mallard subit alors de très longues heures d'interrogatoire, souvent sans pause, parfois même après une nuit blanche ou pendant un séjour en psychiatrie. C'est totalement fou. La police australienne manipule l'affaire. Sur 11 heures d'interrogatoire, seules 20 minutes sont filmées. Les policiers rédigent des notes non signées, cachent ou suppriment les éléments qui l'innocentent. En 1990,
1995, Andrew Malherbe est condamné à la prison à vie. Il ne cesse de clamer son innocence, mais la justice ne veut rien savoir. Sa famille se bat alors pour faire éclater la vérité, mais pendant plus de 10 ans, tous ses appels sont rejetés. Et c'est finalement en 2005 que la Haute Cour d'Australie accepte d'examiner son dossier et découvre l'ampleur des manipulations. En 2006, après presque 12 ans en prison, il est enfin libéré. L'accusation abandonne les poursuites, mais le parquet le laisse officiellement suspect principal. Il va alors recevoir plus de 3 millions de dollars d'indemnisation. Donc son affaire montre clairement comment la dissimulation de preuves et la corruption policière peuvent conduire à la condamnation d'un innocent. Et malgré l'indemnisation qu'il a reçue, l'État australien n'a jamais pu réparer l'injustice ni lui rendre les années qu'il a perdues. Et malheureusement, en 2019, Andrew Malherbe est mort dans un accident de voiture à Los Angeles, alors qu'il commençait une nouvelle vie avec sa fiancée. Numéro 6, Stefan Kisko. Alors là, c'est un peu pareil qu'Andrew Malherbe, c'est encore plus triste, je trouve. Donc en octobre 1975, une fillette de 11 ans, Leslie Molseed, est retrouvée assassinée près de Rockdale, en Angleterre. Les enquêteurs sont alors sous pression pour retrouver l'assassin. Stefan Kisko, un jeune homme de 23 ans qui est timide et qui possède l'âge mental d'un enfant, attire alors l'attention de la police pour des comportements suspects. Il a l'habitude de noter les plaques d'immatriculation des voitures comme passe-temps, donc c'est vrai que c'est assez bizarre. Et en plus, 4 adolescentes l'accusent de s'être masturbée en public la veille du meurtre. Il devient alors le suspect tout désigné. Après 3 jours d'interrogatoire, sans avocat et sans sa mère, qu'il ne cesse de réclamer, Kisko finit par avouer, sous la pression de la police, un crime qu'il n'a absolument pas commis. Comme pour l'affaire des Central Park 5 ou encore celle d'Andrew Malherbe, ses aveux deviennent alors la seule pièce à conviction. Lors de son procès, c'est honteux, sa défense est catastrophique. Ses avocats plaident la responsabilité diminuée, alors que Kisko, lui, il clame son innocence. Pire encore, des preuves cruciales sont cachées. Le sperme retrouvé sur la victime ne peut pas être le sien, car lui, il ne peut pas en produire. De plus, il avait une cheville cassée lors du meurtre, ce qui l'empêchait d'accéder à la scène du crime. En 1976, il est finalement condamné à la prison à vie. En prison, il va subir des violences et un isolement extrême. Sa mère, Charlotte, elle se bat alors sans relâche pour prouver l'innocence de son fils. Mais la justice reste sourde. Pendant 16 ans, Stefan Kisko endure l'enfer jusqu'à ce que de nouveaux avocats s'emparent de l'affaire et soulèvent les manipulations et les mensonges de l'enquête. Donc les 4 adolescentes qui l'avaient accusé de s'être masturbée en public révèlent finalement qu'elles avaient tout inventé, juste pour rire et pour s'amuser. En 1992, la cour d'appel examine enfin l'ensemble des preuves ignorées. Les juges reconnaissent qu'il ne peut pas être le coupable. Il est alors libéré, mais il est brisé psychologiquement et malheureusement il va mourir d'une crise cardiaque l'année suivante. Plus de 30 ans après le meurtre, grâce à l'ADN, le véritable assassin est finalement identifié et condamné. Il s'agissait en réalité de Ronald Castries. La justice reconnaît alors formellement l'innocence de Stefan Kisko, mais ni lui ni sa mère, déjà morte, n'apprendront la vérité. Numéro 7, Satae Menda. Donc je ne sais pas trop si ça se prononce Sakae ou Satae, ça s'écrit avec un K, donc je le prononce Satae, donc vous m'excuserez si ce n'est pas le cas. En décembre 1948 à Itoyoshi, au Japon, un prêtre bouddhiste et son épouse sont sauvagement assassinés. Leurs 2 filles restent grièvement blessées. Rapidement, Satae Menda, un jeune paysan de 24 ans, illettré, arrêté pour un simple vol de riz et accusé malgré lui. Donc sans comprendre ce qui lui arrive, il est alors emmené de force, interrogé une vingtaine de fois par des policiers différents, roué de coups, privé de nourriture et de sommeil. Les policiers le menacent, avoue, signe ce document
et on te laisse tranquille. À bout de force, il signe alors une confession de 15 pages dictée par ses tortionnaires. Son procès est expéditif, il n'a pas d'avocat. L'alibi qui l'innocente est ignoré. Des faux témoignages sont même produits. Le 23 mars 1950, il est condamné à la peine de mort. Commence alors un long calvaire, tenez-vous bien, de 34 ans. Il est incarcéré dans une cellule de 5 mètres carrés, sans chauffage, qui est éclairée en permanence. Chaque jour, il vit dans la peur, car il est susceptible d'être exécuté à tout moment. Il avouera lui-même vivre chaque jour en sachant que vous pouvez être envoyé à la mort à n'importe quel moment. C'est absolument insupportable. Isolé et abandonné par sa famille, qui est rongée par la honte, il dépose 6 recours pour obtenir un nouveau procès, sans jamais perdre espoir. En 1999, la Haute Cour accepte enfin de rouvrir le dossier. Son alibi est vérifié, les manipulations policières sont révélées, ainsi que les faux témoignages. En juillet 1983, après plus de 3 décennies d'enfer, il est finalement acquitté et libéré. Il devient même le premier condamné à mort innocenté au Japon. Sata Emenda a reçu une indemnisation d'environ 90 millions d'yens, donc ça représente à peu près 712 000 euros, mais n'a jamais reçu d'excuses officielles du gouvernement japonais. Il est finalement décédé le 5 décembre 2020 dans une maison de retraite à l'âge de 95 ans. Numéro 8, Wilbur Jones. Donc le 2 octobre 1971, à Bâton Rouge, en Louisiane, une infirmière est enlevée à la sortie de l'hôpital où elle travaillait, puis elle est violée. L'enquête piétine, mais 4 mois plus tard, un jeune homme noir de 19 ans, Wilbur Jones, est arrêté. Il est alors désigné comme le coupable après une séance d'identification. La victime elle-même est hésitante et avoue à la police qu'elle n'est pas sûre à 100% de son choix. Et malgré les doutes, son témoignage devient l'unique pilier du procès. Aucun élément matériel ne relie Jones au crime. Lors du premier procès, il est reconnu coupable, mais sa condamnation est annulée suite à un commentaire raciste de la part du procureur. Lors du second procès en 1974, le verdict tombe enfin. Il est condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération. Il a alors seulement 20 ans. Pendant des décennies, Jones clame son innocence, mais l'affaire va prendre alors une tournure incroyable. Donc en 2001, l'Innocence Project New Orléans, une organisation à but non lucratif, reprend le dossier et découvre que la police a caché un élément crucial. Donc un autre homme suspecté d'être un violeur en série correspondait exactement à la description initiale de la victime et avait même commis un crime identique dans la région. L'existence de ce violeur en série, mais également le fait que la victime n'était pas sûre de son identification, avait été caché aux personnes en charge de sa défense. Le 11 octobre 2018, les charges contre lui sont officiellement abandonnées et Wilbur Jones est libéré après plus de 45 ans derrière les barreaux, un record pour une erreur judiciaire aux États-Unis. Et donc du coup, Wilbur Jones, jeune, pauvre et vulnérable, pris pour cible au moment de son arrestation, a donc passé la majeure partie de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Numéro 9, Rubin Hurricane Carter. Donc en juin 1966, à Patterson, dans le New Jersey, 3 personnes sont assassinées dans un bar. Alors très vite, la police arrête Rubin Hurricane Carter, un boxeur talentueux, et même son ami John Artis. Ils sont tous les deux noirs et circulaient non loin du lieu du crime, dans une voiture qui ressemble à celle décrite par un témoin. Les policiers les relâchent d'abord, puis les arrêtent à nouveau. On peut le dire sur la base de témoignages très fragiles. Le procès s'ouvre alors, le jury est exclusivement blanc. Les principaux témoins à charge sont des cambrioleurs et ils affirment avoir vu Carter et son ami Artis sortir armés du bar. L'alibi des deux hommes est
pourtant solide. De plus, aucune arme n'est retrouvée nulle part, aucune preuve matérielle ne les relie à la scène du crime. Mais le racisme règne, je pense que vous en doutez, et Carter et Artis sont finalement condamnés à la perpétuité. En prison, Carter refuse d'abandonner, il s'isole, étudie le droit et écrit son autobiographie pour clamer son innocence. Son histoire attire alors l'attention de plusieurs célébrités, notamment Bob Dylan, qui lui consacre même une chanson intitulée Hurricane. Le soutien du peuple se fait ressentir, la presse s'en mêle, mais la justice reste sourde, il n'y a rien à faire. Et donc en 1976, la Cour suprême du New Jersey annule la première condamnation. Les deux hommes sont libérés sous caution, mais lors d'un second procès, ils sont à nouveau condamnés et retournent en prison. En 1985, un juge fédéral examine l'affaire et conclut que le procès a été fondé sur du racisme plutôt que sur de la raison et sur de la dissimulation plutôt que sur de la transparence. Il ordonne alors la libération immédiate de Rubin Carter. Rubin Carter sort libre, mais totalement brisé après 19 ans d'incarcération. Les procureurs tentent alors de relancer l'affaire, mais les témoins sont morts ou plus du tout crédibles. La justice abandonne finalement définitivement les charges en 1988. Donc son histoire, je peux vous le dire, reste l'un des plus grands suspens judiciaires du XXe siècle. Aujourd'hui encore, son combat contre l'injustice continue d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde. Rubin Carter, il est décédé le 20 avril 2014 à l'âge de 76 ans d'un cancer de la prostate. Et numéro 10, donc le dernier, le pire du pire pour la fin. Donc accrochez-vous bien. George Stinney Jr. En mars 1944, dans une Caroline du Sud où la société imposait la séparation entre les Blancs et les Noirs, une Caroline du Sud ségrégationniste, c'est le mot, deux fillettes blanches, Betty Biniker, 11 ans, et Mary Thames, 8 ans, sont retrouvées battues à mort. Le dernier à les avoir vues en vie serait George Stinney. Elle lui aurait apparemment demandé où trouver des fleurs. George Stinney Jr., c'est un jeune adolescent noir de 14 ans qui est petit et frêle. Il est alors arrêté chez lui par les enquêteurs blancs et interrogé sans avocat. Les policiers affirment avoir obtenu sa confession, mais aucune trace écrite ni aucun enregistrement n'existe à ce jour. Sa famille n'a alors plus le droit de le voir et pendant ce temps-là, son avocat commis d'office ne le défend pas. Il ne l'appelle pas à la barre, il ne présente aucun témoin. Il ne conteste même pas l'accusation. Le procès mené devant un jury entièrement blanc dure 3 heures et la délibération prend à peine 10 minutes. George Junius Stinney Jr. est alors reconnu coupable et condamné à mort. Son avocat ne fait même pas appel de sa condamnation. Le 16 juin 1944, à seulement 14 ans, George est exécuté sur la chaise électrique. Un dictionnaire est placé sur la chaise pour l'aider à s'asseoir correctement. Le masque de protection est même tombé pendant son exécution, ce qui a exposé son visage aux témoins. George, on peut le dire, est mort dans d'affreuses souffrances. Des décennies plus tard, des historiens, des avocats et des membres de sa famille se sont battus pour sa réhabilitation. 70 ans plus tard, lors d'un procès en annulation, de nouveaux témoignages ont prouvé que George était avec sa sœur au moment des faits et n'avait en réalité jamais quitté sa maison. Le juge Carmen Malone a alors conclu que son procès était entaché de graves violations des droits de la défense et que ses aveux avaient probablement été estorqués. George a été officiellement innocenté 70 ans plus tard, en 2014. Donc l'affaire George Junius Stinney Jr. est pour beaucoup l'exemple le plus extrême d'erreur judiciaire. Elle a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques et notamment le film La Ligne Verte qui présente des similitudes avec son histoire. Donc voilà du coup pour cette vidéo, les 10 innocents condamnés
à tort. C'était vraiment assez triste. J'ai pas pu me permettre de sourire dans cette vidéo car franchement ça ne s'y prêtait pas. Donc vous voyez comme quoi des personnes, on va le dire comme vous et moi, se sont retrouvées derrière les barreaux ou même exécutées pour le dernier exemple. Même si ils ne sont pas morts, on peut le dire, ils sont morts de l'intérieur avec l'enfermement et la honte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle affaire j'aurais pu ajouter à la liste. Vous pouvez vous abonner, activer aussi la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde! Le 10 septembre 2022, il a couru plus de 272 mètres en étant enflammé. Son exploit totalement fou a même été homologué par l'organisation Guinness, l'organisation qui attribue les records du monde.